Le non-recours, je le vis depuis beaucoup d'années. C'est des refus qu'on nous donne au niveau du CPS et au niveau de toute institution. Le non-recours, pour moi, c'est quand on vient demander de l'aide, parfois on repart de là, la manière dont on nous accueille, dont on s'adresse à nous, toute la lourdeur administrative fait que parfois on préfère renoncer à ce à quoi on a droit. Le non-recours pour moi représente une injustice à laquelle on ne peut pas, donc on ne peut pas changer les choses parce que ce n'est pas nous qui avons les cartes en main. Alors pour moi, le non-recours, c'est, je vais partir d'un exemple concret que j'ai vécu par rapport donc, à ma situation socio-économique de maman solo que j'ai démarré il y a 10 ans. Et donc à cette même période, j'ai eu un licenciement pour raison médicale. Et donc j'ai dû me réorienter et puis j'ai décidé d'entreprendre des études temps plein de jour, donc 3 ans, pour un bac en secrétariat de direction. Et là, je me suis confrontée à un premier refus, mais qui est lié plutôt à la législation. Donc la promotion sociale n'est pas éligible à l'allocation d'études. Donc je me suis rendue au CPS avec un grand espoir finalement de trouver une aide pour m'aider, me soutenir en fait pendant ce parcours-là. Parce qu'à l'époque, j'étais au chômage, donc c'était 1 150 € net par mois avec un enfant. Et là, j'ai été confrontée à une personne qui n'a pas fait preuve d'empathie, très peu de bienveillance. Et ça, je l'ai ressenti directement. En gros, le message, c'était que elle pouvait rien faire pour moi et que si j'avais fait ce choix-là, je devais l'assumer. L'impact que ça a eu, c'est finalement, je suis sortie de ce bureau, j'étais un peu abattue en me disant, tiens, j'ai envie de m'émanciper et puis j'ai pas de soutien en fait. Et donc, il faut savoir que des études, ça a un coût au niveau des livres. Il faut acheter des livres, il faut imprimer. Moi, j'avais un vieux PC vraiment précaire, lui aussi. Du coup, pour pouvoir avoir ces bouquins, je vous donne un exemple concret. J'avais un cours de droit civil tous les vendredis matins avec un prof super génial qui m'a vraiment donné goût à cette matière, qui nous a dit vendredi prochain, ceux qui n'ont pas leur code civil, ils n'assisteront pas au cours. Et donc ce vendredi, c'était fin de mois, j'avais mon chômage le lundi. Et donc j'avais une 30aine d'euros sur mon compte. Donc là, je vous livre vraiment des choses que normalement je cache par pudeur, par fierté. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut rendre visible en fait cette réalité qui vous massacre quand même. Et donc pour pouvoir assister au cours, j'ai volé ce code civil. Il ne me quitte pas, il est toujours sur mon bureau parce qu'il a une valeur symbolique forte, le 2014. Parce que quand il vous reste 30 € et que vous avez un petit bout, vous faites des courses au lieu d'acheter un livre qui coûte 15 €. Et donc c'est un sentiment vraiment paradoxal parce que quelque part je me dis je me rends hors la loi contre mes valeurs en fait morales aussi d'aller voler finalement, mais si je fais pas ça, je suis discriminée, je peux pas assister aux cours et je trouvais ça pas juste en fait. L'année d'après j'y suis retournée et puis j'ai eu un autre assistant social, donc je lui explique le parcours. Et il me dit, mais madame, il y a des chèques lire. Et là, j'ai été vraiment surprise et je lui demande depuis quand est-ce que cette aide existe. Et là, il me dit que ça fait déjà quelques années. Donc là, j'ai eu un sentiment encore plus d'injustice et de gâchis finalement. Parce qu'en fait, j'étais contrainte, moi, parce que c'est angoissant d'aller voler un livre. C'est pas, c'est pas une activité tout à fait naturelle. Et ça m'a rendue triste aussi parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que la personne que j'ai eue l'année d'avant n'a pas pris la peine de se renseigner, ou est-ce que c'était volontaire? Parce qu'après, on se pose la question de se dire, tiens, est-ce que c'était pour me punir ou parce que ma tête ne lui revenait pas? On tombe un peu dans une parano après. On ne nous dit pas ce qu'on a droit. Au niveau des primes pour un logement et tout ça, je me suis retrouvée dans une maison insalubre. J'aurais peut-être pu avoir une prime pour maison insalubre, mais on ne le dit pas. Donc on dit, oui, tu aurais pu avoir ça, mais qu'on le dise avant, pas après. Moi, j'ai abandonné parce qu'en fait,
Je suis tellement allée dans des endroits sociaux pour avoir de l'aide et beaucoup de choses m'ont été refusées. Donc, de moi-même, en fait, j'ai dû passer d'entre d'autres associations pour essayer d'avoir ce que moi j'aurais voulu avoir, en fait. Donc ici, moi, j'aurais voulu refaire des études plus hautes il y a quelques années, mais bon, ça m'a été refusé aussi. Parce que j'aurais voulu faire éducateur de rue. C'était quand même un coût. C'était placer mes enfants aussi dans des garderies. Et ça n'a pas été facile, toute seule avec des enfants. Donc j'ai abandonné complètement l'idée de vouloir aider les gens dans la rue, puisqu'il faut un diplôme maintenant, malheureusement. Au niveau du logement, c'est très difficile de trouver un logement quand vous êtes aidé par le CPAS. Ce que j'ai pu trouver, c'est un habitat dans un camping. Le propriétaire de ce camping ne voulait pas qu'on se domicilie dans ce camping. Donc je me suis retrouvée sans mes allocations familiales et sans ma mutuelle. Et légalement, c'est un abus. Ça, ce sont toutes des petites choses qui viennent s'ajouter à votre fragilité. Donc ce qui s'est passé, à un moment donné, je me suis dit, ok, je suis seule, j'assume, je n'écoute plus personne et j'avance. Heureusement que j'avais mon fils. Sinon, franchement, je voulais partir. Je n'avais plus de force de rien du tout. Ça fait 4 ans que j'endure une situation assez difficile de maltraitance, de harcèlement et de menaces en tout genre. Donc au mois de décembre, il y a eu, à ce jour, il y a 10 plaintes contre la personne. Fin mars, mon avocate m'a appris que parce que nous devions aller en cour pénale contre cette personne pour que ce calvaire s'arrête. Et fin mars, mon avocate m'a appris qu'on ne pourrait pas y aller parce qu'aucune des 10 plaintes n'est recevable en cour pénale. Et à cause du fait que la police a mal rédigé les 10 PV et qu'ils ont omis d'inscrire des informations qui étaient cruciales. Et donc, aucun des 10 PV n'est recevable en cour de justice. Et donc, cet homme ne sera absolument pas traduit en justice pour toutes les menaces, les harcèlements qu'il continue encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est toujours prouvé par A plus Z que tu as droit à quelque chose. Il y a des moments où on demande des papiers, on te demande tout ce que tu dépenses. Si tu achètes un paquet de chèques, ou alors une boîte de conserve qui est un peu plus haut de gamme, vous n'auriez pas dû acheter ça, vous auriez dû acheter la basse gamme. Toujours se battre et presque ramper pour avoir quelque chose. C'est un coup moral, c'est un coup d'une fatigue psychologique parce que on dort pas la nuit, on dort très mal et puis il faut gérer le quotidien, l'enfant. Et justifier tout le temps en permanence avec des documents. Alors on n'est pas tous équipés de la même manière. Je parle beaucoup aussi de la fracture numérique. Tout le monde s'imagine que tout le monde possède un PC à la maison, une imprimante, c'est pas le cas. Moi j'ai suivi des cours sur mon GSM. Pareil, ça on le cache, on le tait parce que on n'a pas envie d'être méprisé par la société. Et puis au final, au bout d'un moment, on abandonne en fait. Maintenant, je ne demande plus d'aide en fait pour quoi que ce soit. J'ai besoin d'un logement, je n'irai pas voir parce que bon, ce sera encore un refoulement. Je sais pas, je suis un peu écœurée du système de me retrouver face à des murs et toujours devoir se justifier à la longue, c'est vraiment fatigant, vraiment très fatigant. Donc je me dis j'avancerai comme ça et puis on verra les conséquences. On a affaire à des murs et des gens qui ne se mettent même pas à votre place. On devrait donner ça à toutes ces personnes. C'est le passeport des droits humains. Parce que beaucoup oublient que nous avons des droits. On doit penser qu'on est des êtres libres. On est né libre, on n'est pas fait pour ramper. Quand on va déposer plainte ou
Enfin déjà, moi avant je n'étais jamais rentrée dans un commissariat, donc c'est toujours un petit peu angoissant, enfin c'est stressant, voilà, on ne sait pas comment être reçu, etc. Moi personnellement, je n'ai jamais été bien reçue. C'était ou bien on ne voulait pas me recevoir, prendre ma plainte, ou bien on rigolait, ou bien on me disait bah, on n'arrête pas les gens comme ça, vous savez, le jour où on se trouvera morte de votre fille dans une ruelle, ben là on l'arrêtera et puis commencer à rigoler. Bah, c'est des choses, moi, enfin, sur les 10 fois que j'étais, bah, on m'a dit ça au moins 9 fois. Et je ne voyais pas du tout ce qu'il y avait de marrant à ça. Mais c'est toutes des choses qu'encore une fois, on doit encaisser. Et nous sommes des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est un être humain, on a tous un seuil de tolérance. On a tous un moment où on ne sait plus encaisser. Au niveau de mon histoire personnelle, j'ai déjà vécu des violences psychologiques, physiques et avec l'argent. Et donc, je suis déjà abîmée. Je suis déjà fatiguée. Et donc, on vous demande de vous comporter comme quelqu'un, finalement, de normal, qui doit aller de l'avant, faire des projets, alors qu'on ne vous propose pas une aide pour vous sentir bien et pour justement vous régénérer et pouvoir aller vers une nouvelle vie. Je rappelle aussi que une vie, c'est pas de ramper, alors on dit « Waouh, t'es forte et tout ce que t'as traversé, t'es debout ». Oui mais non, enfin, le message c'est pas ça en fait, c'est de se dire pas dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, moi ma situation elle s'est améliorée. Je ne suis pas sortie complètement de la précarité si on se base sur les critères, la définition d'être pauvre en fait. Mais j'aimerais que pour tous ceux qui entreprennent des démarches envers des travailleurs sociaux, quel que soit l'organisme, bah, ils puissent être vraiment soutenus parce que ce que j'ai vécu, je trouve que c'est pas ok, ça laisse des traces. Et pas de nous regarder comme si c'était de notre faute en fait, parce que moi j'ai eu vraiment ce sentiment longtemps de me dire bah, c'est de ta faute en fait, ce qui t'arrive, c'est toi qui as... Et donc, c'est se raccrocher aux branches en permanence, avoir l'impression de couler. Et puis, dès qu'on voit un peu de soleil, on se dit, allez, ça y est, puis mettre en place des choses pour s'en sortir. Et puis, non, à chaque fois, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Et qu'on arrive souvent, on est déjà très, très meurtri par rapport à nos parcours de vie et d'en prendre compte, quoi, simplement. On est un humain face à un humain et on doit se mettre à la place de chaque personne. On ne peut pas faire rentrer des personnes dans des cases. On est humain, on n'est pas un numéro, on n'est pas un pion, on n'est pas... on est une personne à part entière vivante. Quand on va par exemple à la police déposer plainte et qu'on vous dit on tape le PV et qu'on vous dit ben maintenant on va le faire suivre, donc c'est-à-dire l'envoyer au parquet, ben qu'on l'envoie réellement, pas qu'on le mette à la corbeille, pas qu'on le mette voilà, poubelle, voilà, d'être honnête et simplement ben, bien faire son travail. Voilà. Depuis le début, je passe d'un service à un autre. Je n'ai pas été informée de la procédure, des rendez-vous, de qui je vais rencontrer, de qui s'occupe de quoi. Donc j'apprends tout au compte-gouttes. On me siffle, on claque des doigts et moi je dois être disponible. Moi je pense qu'il est super important d'attirer l'attention sur tout ce qui est peut-être plus compté comme anodin, comme détail, sur l'accueil de la personne. La prestance qu'on a quand on accueille la personne sur le lieu.
Ne pas toujours se trouver dans un bureau face à face, très sérieux, avoir un truc peut-être parfois un peu plus cosy, plus agréable, plus intimiste, faire attention au fait de parler, s'adapter en fait à la personne qui est en face de nous, avoir un discours adapté, que la personne comprenne, lui demander une validation, voir si on ne parle pas trop chinois, si pour elle c'est compréhensible. Et je trouve que si déjà on fait très attention à ces détails-là, ben, ça change tout en fait. Pour moi, un point fondamental, et je te rejoins là-dessus, c'est vraiment un accueil de qualité. Parce qu'il faut se rappeler que les personnes qui poussent la porte en général auprès de travailleurs sociaux, ils sont déjà dans une souffrance préalable, ils sont dans une détresse. Et donc l'importance de finalement la posture d'accueil de la personne, rien qu'en ouvrant la porte en fait, d'avoir quelqu'un qui vous regarde et qui vous accueille et vous vous sentez un peu c'est bon là je vais être entendu, je peux venir expliquer ma situation et pourquoi aujourd'hui je viens vous solliciter. Je rejoins aussi certains propos qui indiquent qu'il est important en fait, d'intégrer dans vos programmes de formation des ateliers comme ça de communication bienveillante, communication assertive, gestion de conflits, faire baisser les préjugés aussi parce que c'est pas parce qu'on arrive bien habillé que forcément on n'est pas dans le besoin. Et puis l'importance du choix des mots, parce que j'ai eu d'autres rencontres avec d'autres travailleurs sociaux et j'ai vu dans leur regard rien que je crois en vous madame, vous avez de la valeur madame, ce qui vous arrive c'est pas de votre faute madame. Faites-vous confiance madame, parce qu'on perd confiance en fait. Et puis j'aimerais qu'on arrête de penser que pour réussir faut souffrir en fait. Je comprends pas cette idée. Alors oui, il faut faire des efforts mais pas dans la souffrance. Je pense que pour que la personne se sente actrice de sa situation, il faudrait qu'on lui prouve, qu'on lui montre qu'on est dans un système d'assurance et pas d'assistance. Donc qu'on est là pour faire avec elle et pas à sa place, tout en utilisant les bons mots, sans mettre de pression, en motivant la personne vraiment, en étant un point de départ, en la lançant sur son chemin. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment la motiver et lui expliquer comment être actrice. Aussi pouvoir clarifier notre rôle, clarifier ce que nous on peut faire, quelles sont nos limites, comment on va pouvoir l'aider, dans quelle mesure. De le dire à la personne, voilà, moi je pars sur une relation constante, je sais que vous arrivez parfois en fonction de ce que de savoir son vécu, de savoir son histoire familiale, son rapport à l'argent. Pourquoi elle n'a pas pu faire d'études, son propre chemin, ne pas s'insinuer dans la vie d'une personne sans connaître son dossier, ses choix, sans en respecter ses choix. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que tu viens pour un sujet, pas pour que l'AS puisse connaître ton passé, ton vécu. Ça ne lui regarde pas. Tu viens pour une cause, mais pas pour le reste. La demande, elle est là, maintenant. Si tu as besoin d'argent, par exemple, qu'importe ce qui est arrivé avant, tu viens pour le sujet même, c'est l'argent. Donc elle n'a pas besoin de savoir ta vie d'avant. Il y a vraiment cette fracture de les politiques, l'AS, les personnes dans le besoin, et l'AS doit rendre des comptes. Enfin, elle est tiraillée entre le fait de pouvoir aider la personne, mais pas trop, il y a les délais. Il faudrait sensibiliser les politiques parce que je pense qu'ils ne se rendent tout simplement pas compte des situations des personnes. Il y a une fracture entre leur vie et la vie des personnes qui sont dans le besoin à tout niveau. Et il faudrait les sensibiliser et aussi sur l'aspect du contrôle que les politiques fassent plus confiance aux AS, ce qui permettrait à l'AS de tisser une relation de plus de proximité avec le bénéficiaire. Et ça pourrait aider du coup le bénéficiaire à se sentir bien, à se sentir à l'aise. On n'est pas armé correctement en fait. Je pense que notre formation est riche mais manque de pratique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cours théoriques, mais si on ne met pas en pratique, si on n'est pas confronté à des cas, si on ne vit pas, que ce soit positif ou négatif, ben en fait on ne peut pas se faire une réalité, on ne peut pas se rendre compte des faits. Et il faut vraiment travailler là-dessus, peut-être penser à revoir un petit peu le système de formation, voir un système de stage différent, peut-être imposer des secteurs pour que tout le monde puisse se faire un petit peu sa propre idée de chaque secteur et se dire peut-être faire une année en plus, mais partir dans quelque chose de plus concret qui nous parle plus et où on sait qu'on veut travailler là-dedans et
Et se dire, ben, ça c'est ma voie et je vais à fond là-dedans et je sais que je vais devenir un expert là-dedans. Qu'elles gardent en tête ce pourquoi elles ont choisi leur étude dans le social, donc rester bien dans le social, et de penser à être toujours humaine, que ce qui peut arriver à quelqu'un de leur famille ou à eux-mêmes, parce qu'on peut être très haut, en haut de l'échelle et on peut arriver très bas. La situation d'une personne aujourd'hui, l'épreuve, le problème que rencontre une personne aujourd'hui, ça peut devenir ton problème demain. Ce que j'aimerais changer, c'est qu'une assistante sociale redéfinisse son rôle, que l'associatif puisse à ce moment-là plus inclure et travailler en collaboration avec les CPAS, de façon à ce que chacun ait sa spécificité, de manière à apporter une aide vraiment compétente et vraiment adaptée. Vous êtes des êtres humains, comportez-vous comme des êtres humains, réfléchissez et faites ce que vous voulez qu'on vous fasse, simplement en fait. Pour moi, c'est dire aux AS aussi qu'il faut une force de caractère et de pouvoir passer au-dessus des mauvaises journées ou des mauvais moments et en se disant, en se battant, on arrivera toujours à quelque chose. Je voudrais juste souligner que le métier d'AS, c'est une vocation, mais ça s'apprend aussi. Et c'est important d'avoir toujours un mot gentil pour les personnes, pour qu'elles restent motivées et qu'elles se sentent à l'écoute et à l'aise. Ne perdez pas vos convictions humaines en fait, parce que ce métier-là, il a un sens humain profond et que même si vous n'avez pas la main sur les politiques, les procédures, les normes, vous avez quand même une capacité d'agir sur un destin. Et ça, j'aimerais que vous en ayez conscience et restez concentrés là-dessus, malgré la fatigue, malgré le fait que vous engendrez beaucoup de pression aussi par rapport à ce que vous écoutez comme parcours. Vous avez la capacité de changer un destin, vraiment. Merci.